Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durand, Vie et doctrine des philosophes, qui commence à Platon, Aristote et qui saute directement de Aristote à Francis Bacon. Et ce Francis Bacon, je suis à la vidéo numéro 4. On commence à peine à voir un petit peu la philosophie de ce philosophe anglais. Le début, les 4 premières vidéos étaient consacrées à la période entre Aristote et Francis Bacon, justement. Alors, le chapitre 2, la carrière politique de Francis Bacon. Bacon naquit le 22 janvier 1561 à York House, Londres, où demeurait son père, Sir Nicholas Bacon, qui avait été garde du sceau pendant les 20 premières années du règne d'Élisabeth. La renommée du père, dit Macaulay, a été éclipsée par celle du fils, mais Sir Nicholas n'était pas un homme ordinaire. On s'en serait douté sans peine, car le génie est un sommet auquel une famille s'élève par le talent. Et d'où, par le talent, chez les enfants de l'homme de génie, elle retombe dans la médiocrité humaine. Tiens, je ne sais pas s'il a vraiment raison à ce niveau-là. La mère de Bacon était Lady Anne Cook, belle-sœur de Sir William Cecil, lord de Bungley, qui fut ministre du Trésor d'Élisabeth et l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Je ne pense pas que ça soit familial, le talent. Je pense que c'est une façon pour les dominants de justifier la reproduction des élites et les périodes où justement l'ascenseur social ne fonctionne pas et où les élites se reproduisent par copinage en somme, et sans permettre au peuple d'extraire les meilleurs d'entre eux pour les faire passer euh, dans la classe des leaders, dans l'élite. Et ce qui est une très mauvaise chose pour une société. Une société y gagne beaucoup à ce mélange entre les élites issues du monde populaire, du monde ouvrier, du monde du prolétariat, se mélangeant avec les élites issues des élites elles-mêmes. Euh, parce que les valeurs qui sont bien typiques dans les deux classes, dans les deux types de classes, se mélangent et se diffusent des uns aux autres. Les uns ont plus de facilité à exprimer leurs sentiments, le peuple, les autres ont une meilleure éducation, une meilleure façon de se comporter en société, de gérer leur stress, de gérer leur, euh, voilà, leur pulsion. Et donc, le fait de passer ses qualités à l'autre classe et de prendre de l'autre classe sa qualité aussi, euh, amène des êtres humains beaucoup plus intéressants pour la société, pour une nation, si elle veut combattre dans la cour des grands maintenant dans ce monde qui est totalement universel. Les pays qui auront, les nations qui auront cette intention de faire monter de toutes les classes les meilleurs, et je pense que justement la Chine, bon, effectivement ils ne sont pas exempts
de critique. Le gouvernement chinois, il a à gérer 1 milliard d'êtres humains quasiment. C'est une autre chose, mais enfin, il est pour tenir cet ensemble, je pense qu'il force un peu sur la dictature et je pense que encore l'Occident lui amène une certaine crainte qui fait que, que la Chine est en train de se resserrer autour justement d'un pouvoir très fort, d'une autorité, etc. Ce qui est dommage. Mais je pense que d'un autre côté, elle a la capacité de faire émerger les meilleurs dans son système. Voilà. Mais ce qui favorisa surtout le génie de Bacon, ce fut l'Angleterre d'Élisabeth, dont le règne marque la plus brillante époque de la plus puissante des nations modernes. C'était encore la plus puissante des nations modernes dans les années 30 avant-guerre, quand Will Durant écrivait son ouvrage. La découverte de l'Amérique avait détourné le trafic de la Méditerranée vers l'Atlantique et avait donné aux pays baignés par cet océan, l'Espagne, la France, la Hollande et l'Angleterre, cette suprématie commerciale et financière qui avait été celle de l'Italie quand la moitié de l'Europe avait fait de ses ports la base des importations et des exportations de son commerce avec l'Orient. Et avec ce changement, la Renaissance était passée de Florence, de Rome, de Milan et de Venise à Madrid, Paris, Amsterdam et à Londres. Après la destruction de la puissance navale de l'Espagne en 1588, le commerce britannique sillonna toutes les mers. Ces villes s'enrichirent de leur industrie locale, ces marins entreprirent le tour du globe et ses capitaines conquirent l'Amérique. Sa littérature eut son épanouissement dans la poésie de Spenser et la prose de Sidney. Son théâtre palpita des drames de Shakespeare, de Marlowe, de Ben Jonson et d'une centaine d'écrivains vigoureux. Personne ne pouvait manquer de fleurir à une telle époque et dans un tel pays s'il y avait en lui le germe. À l'âge de 12 ans, Bacon fut envoyé au collège de la Trinité à Cambridge. Il y resta 3 ans et en sortit avec une forte antipathie pour le programme et les méthodes d'enseignement, une hostilité déclarée contre le culte d'Aristote et une ferme résolution d'engager la philosophie sur une voie plus féconde en la détournant des disputes scolastiques pour l'appliquer à éclairer l'humanité et à accroître son bien-être. Je ne peux pas contester ces ambitions parce qu'elles sont aussi les miennes. Bien qu'il n'eût encore que 16 ans, on lui offrit la fonction d'attaché d'ambassade en France. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, il accepta. Dans l'introduction à l'interprétation de la nature, il examine cette décision fatale qui lui fut délaisser la philosophie pour la politique. C'est un passage indispensable à connaître. Pensant que j'étais né pour servir l'humanité, écrit-il, et étant convaincu qu'il est du droit commun de se consacrer au bien-être de la grande famille humaine, ça j'aime ce mot, la grande famille humaine, et que l'usage de cette liberté est ouvert à tous, c'est très bien, c'est vrai, j'en suis la preuve vivante. N'ayant fait aucune étude, je peux m'ouvrir à la philosophie, voilà, sans problème, surtout à l'époque où nous sommes et où toutes les connaissances sont ouvertes et à l'époque de Wikipédia. Je trouvais alors que le plus grand service qu'on pouvait rendre au genre humain était de faire des découvertes et d'agrandir le domaine des arts qui embellissent la vie. Il me sembla surtout que si quelqu'un, quoiqu'il ne fît pas de découverte particulière, exécutait cependant une œuvre très importante, qui était de jeter sur la nature une lumière assez forte pour éclairer de ses premiers rayons les plages qui touchent à celles des faits déjà connus, et que si ensuite
en abaissant cette lumière, il montrait et mettait sous les yeux des choses les plus cachées, il me sembla qu'un tel homme agrandirait le domaine de l'empire humain sur l'univers, qu'il affranchirait ses semblables des chaînes de l'ignorance et les délivrerait de celles du besoin. Or, je reconnus en moi un penchant plus décidé pour l'étude de la vérité que pour toute autre chose, car j'avais un esprit assez prompt pour saisir les rapports des choses. C'est également mon cas. Faculté très précieuse et assez persévérant et attentif pour observer les différences les plus subtiles. J'avais en outre le goût des investigations et la force de me soumettre au doute. J'éprouvais du plaisir à la méditation et une certaine réserve à former mes opinions. Mais ça, c'est pas mon cas par contre. Il ne me coûtait pas de renoncer à une erreur. Ça oui, c'est mon cas, je peux renoncer à une erreur facilement. Et rien ne me plaisait comme l'ordre en toute chose. C'est peut-être mon cas aussi. Je ne me sentais ni enthousiasme pour les modernes, ni admiration aveugle pour les anciens. Je détestais enfin toute imposture. Je jugeais. Alors par contre, moi, j'ai de l'enthousiasme pour les modernes et de l'admiration aveugle pour les anciens. En fait, j'ai une admiration aveugle pour tous les philosophes, même si je conteste certaines positions, certaines visions, etc. Mais leur engagement, par exemple, je suis tout à fait opposé à la vision de Nietzsche sur l'évolution vers le sensible, vers le spirituel, vers voilà, le judaïsme, le christianisme, sa critique de cette évolution. Je suis en opposition tout à fait avec lui, mais l'amour qu'il a consacré à la pensée, à la connaissance, ses écrits, son engagement, sa vie, sa folie malheureusement, puisqu'il a fallu qu'il en arrive à la folie. Bref, son existence, je suis totalement admiratif. J'ai une admiration aveugle pour son travail, en fait. Je détestais enfin toute imposture. Je jugeais donc qu'il y avait un certain rapport et une certaine union entre ma nature et la vérité. Je suis d'accord avec ça. Cependant, d'ailleurs, je la collerai à la biographie métaphorique qui est sur la mécanique universelle. Cependant, par ma naissance et mon éducation, j'avais été initié aux affaires publiques et quelquefois, comme il arrive à un jeune homme, je m'étais laissé détourner par des conseils d'un autre côté. Je croyais que ma patrie réclamait de moi des travaux particuliers, que je ne devais pas également aux autres pays. J'espérais aussi que si j'obtenais dans le gouvernement un rang honorable, je pourrais plus facilement faire usage de mes idées et de mes observations pour exécuter les plans que j'avais formés. Je me livrai donc à l'étude des affaires publiques. Sir Nicholas Bacon mourut subitement en 1579. Il avait eu l'intention de laisser des biens à son fils, mais la mort devança ses plans et le jeune diplomate, rappelé d'urgence à Londres, se vit à l'âge de 18 ans orphelin et sans ressources. Le pauvre fils. Bon, bien que ça soit pas, l'héritage ne soit pas le meilleur des cadeaux qu'on peut faire à un enfant. Habitué à la vie somptueuse du temps, voilà, malheureusement, voilà, il fallait qu'il passe par autre chose pour apprendre autre chose de la vie. Et il lui fut difficile de se résigner à une simplicité de vie forcée. Il entra au barreau tout en insistant auprès de ses parents, influents, pour obtenir l'accès de quelques fonctions publiques qui le libéreraient des soucis matériels. Ces lettres de sollicitation eurent peu de succès, malgré la grâce et la vigueur de leur style et l'habileté consommée de leur auteur. Ce fut peut-être parce que Bacon
avait le trop vif sentiment de sa valeur et considérait comme son dû la fonction qu'il convoitait, que Burghley ne fit pas la réponse désirée. Peut-être aussi parce que ces lettres protesteraient par trop de la fidélité passée, présente et future de l'auteur à l'honorable lord. En politique comme en amour, il ne faut jamais se livrer tout à fait. Il faut donner à tout instant, mais ne jamais tout donner. La gratitude se nourrit d'attente. C'est une philosophie que je vais réfléchir, parce qu'en fait, j'ai agi tout le temps inversement à ça, et effectivement, j'ai toujours constaté que c'est une erreur terrible. Mais comme un chat qui aurait eu un chat alcoolique qui aurait eu la moitié de ses neurones éteintes et qui reviendrait sans cesse se brûler la patte à la cuisinière, eh ben j'ai fait comme ça. J'ai jamais pris conscience de ce qui était le mieux pour moi. En fait, Bacon s'éleva sans protection, mais chaque ascension lui coûta des années. En 1583, il fut élu au Parlement comme représentant de Taunton, et ses électeurs furent si satisfaits qu'ils le renommèrent à chaque élection. Il apportait dans le débat une éloquence nette et vive, qui se moquait de l'éloquence. Nul, dit Ben Jonson, n'a jamais parlé de façon plus simple, plus convaincante, plus puissante. Nul n'a moins souffert les phrases creuses et les ornements inutiles. Aucune partie de son discours qui n'eût son charme propre. Ses auditeurs ne pouvaient ni tousser, ni le quitter des yeux sans perdre quelque chose. Il s'imposait partout où il prenait la parole. Personne mieux que lui ne commandait les sentiments de son public. Tous ceux qui l'écoutaient ne craignaient qu'une chose, c'était que le discours prît fin. Quel orateur enviable, dit Will Durand. Un ami puissant fut pour lui généreux. Ce fut le beau comte d'Essex, qu'Élisabeth avait aimé sans succès et dont son dépit lui inspirait la haine. Ah ben voilà, ça aussi, ça me concerne malheureusement. En 1595, pas dans le fait d'avoir de la haine, mais de ressentir la haine que le dépit peut engendrer. En 1595, Essex, pour réparer l'échec auquel il avait abouti, en voulant assurer à son ami une fonction publique, offrit à Bacon une superbe propriété à Twickenham. C'était un présent magnifique qui aurait dû lier Bacon à Essex pour la vie. Mais ce qui devait être ne fut pas. Quelques années plus tard, Essex ourdit une conspiration dans le but d'emprisonner Élisabeth et de lui désigner son successeur. Un successeur. Bacon écrivit lettre sur lettre à son bienfaiteur pour protester contre cette trahison. Quand il vit qu'Essex persistait dans ses desseins, il l'avertit que son devoir de fidélité à la reine primerait en lui jusqu'à la gratitude pour son ami. Essex tenta le coup, échoua et fut arrêté. Bacon plaida sa cause auprès d'Élisabeth avec tant de persistance qu'à la fin elle le pria de lui parler de tout autre sujet. Lorsqu'Essex, en liberté provisoire, rassembla des forces armées marchant sur Londres et essaya de pousser le peuple à la révolution, Bacon se retourna avec fureur contre lui. Entre-temps, il avait obtenu une place au ministère des Requêtes. Et quand Essex, arrêté à nouveau, fut déféré pour trahison, Bacon prit une part active dans les poursuites contre l'homme qui avait été pour lui un si généreux ami. Petit 1, là. Des centaines de volumes ont été écrits sur cet épisode de la vie de Bacon. Les arguments contre Bacon, le plus prudent et le plus mesquin des hommes, selon le mot de Pope, se trouvent dans l'essai de Macaulay,
et avec plus de détails dans le Francis Bacon de Abbott. Ces auteurs voudraient lui appliquer ses propres paroles, la sagesse du moi humain et la sagesse des rats qui ne manqueront pas de quitter une maison un peu avant qu'elle ne tombe. Et c'est sur la sagesse du moi humain. Les arguments en faveur de Bacon sont donnés dans Life and Time of Francis Bacon de Spedding et dans ses Evening with a Review qui sont une réponse détaillée à Macaulay, In Medio Veritas. Essex fut déclaré coupable et exécuté. Pendant quelque temps, la part que Bacon avait prise dans les poursuites le rendit impopulaire, et à partir de ce moment, il vécut au milieu d'ennemis qui n'attendaient qu'une occasion pour le perdre. Son insatiable ambition ne lui laissait point de répit. Eh ben, c'est pas mon... Moi, je suis en pur répit, hein. À ce niveau-là. Et ça, c'est confortable. Il n'était jamais satisfait et se trouvait toujours avoir dépassé d'une année ou presque son revenu. Il dépensait avec prodigalité. Paraître était pour lui de bonne politique. Eh ben, c'est l'opposé de ce que je pense. Quand à l'âge de 45 ans, il se maria, les frais onéreux de la pompeuse cérémonie firent un trou sérieux dans la dot qui avait été l'un des principaux attraits de la femme qui l'épousait. Eh bien, en 1598, il fut arrêté pour dette. Néanmoins, il continua d'avancer. Son habileté si diverse et sa science presque universelle faisaient de lui un membre précieux de tout comité important. Peu à peu, il eut accès à de plus hautes fonctions. En 1606, il devint avocat général, en 1613, procureur général, en 1618, à l'âge de 57 ans, il fut enfin grand chancelier. Les essais. Partie 3. Son élévation sembla réaliser le rêve platonicien du roi philosophe. En effet, au fur et à mesure de son ascension au pouvoir politique, Bacon avait gravi les sommets de la philosophie. On a peine à croire qu'une science aussi vaste et d'aussi grande entreprise littéraire ne furent que les incidents et les diversions d'une carrière politique agitée. La devise de Bacon était que la meilleure vie est une vie cachée. Benex vixit, qui bene latuit. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne pouvait décider, mais ça, alors par contre, je suis d'accord avec ça, mais voilà, on ne peut parler que de soi à ce niveau-là, au niveau de ses ambitions, au niveau de son degré d'ambition, au niveau de ses pulsions, au niveau de ses désirs, au niveau de ses relations aux femmes, au niveau de... On ne peut parler que pour soi. Comment peut-on parler pour quelqu'un d'autre ? Pour moi, effectivement, vivons cachés, vivons heureux. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais ça ne peut concerner que moi et les personnes qui ont la même configuration peut-être psychique. Mais on ne peut pas donner son point de vue comme celui qui est à suivre. C'est typiquement narcissique en fait de vouloir que l'ensemble humain ressemblât à notre caractère, à notre façon de vivre. On peut simplement par contre dire, si je pense, ma philosophie me fait dire que l'humanité va vers sa perfection. Donc, il me semble logique qu'on dévalue l'agressivité, qu'on dévalue la violence, qu'on dévalue les dominants qui ont des tendances guerrières, qui ont une tendance violente, qui sont bagarreurs, etc. On doit dévaluer pour ça le narcissisme, donc les caractères narcissiques. On doit pouvoir les éclairer et
les faire refluer pour que l'humanité soit de plus en plus paisible, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que celui qui naît et qui a été élevé dans une forme de caractère dans lequel on a forgé un caractère narcissique, que peut-on en dire? En dehors de, s'il est, voilà, on peut le critiquer, lui dire, là, ce comportement n'est pas juste, ce comportement abuse autrui, etc., etc. Mais le fond est le même. Il ne pouvait décider s'il aimait mieux la vie contemplative ou la vie active. Eh bien, je pense que je suis un petit peu dans ce cas-là aussi. Évidemment, les deux m'intéressent. Et d'ailleurs, je sais que la vie active est une obligation. Je ne peux pas faire autrement qu'être dans la vie active. J'ai encore du travail à faire, etc. Et je pense que si j'avais le sentiment d'avoir accompli complètement ma tâche, comme ce fut le cas au tout début de la mécanique universelle, quand je pensais que je ne serais pas capable de poursuivre, d'écrire, et que j'avais décidé d'envoyer cette théorie à l'ensemble aux quelques philosophes et penseurs et scientifiques qui me semblaient intéressants à l'époque. C'était les seuls que je connaissais d'ailleurs. Et à ce moment-là, effectivement, je suis passé dans la vie contemplative. Quand on a le sentiment d'avoir accompli entièrement son existence, je pense qu'on tombe inconsciemment dans la contemplation. Mais pour l'instant, je sais que j'ai encore des choses à faire. Et tant que j'ai ce sentiment d'avoir encore du travail à accomplir, l'extase, la béatitude, la vie contemplative, la sagesse, le calme, la contemplation, c'est pas pour maintenant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors peut-être qu'il y a des gens qui savent faire les deux. C'est pas mon cas. Je suis ou dans l'action ou dans la contemplation, mais pas de façon globale. Je ne peux pas faire comme c'était Jean-Claude Carrière qui disait qu'il pouvait séparer chaque moment de son existence. Quand il travaillait à un scénario, c'était une chose. Quand il s'arrêtait et qu'il passait sur autre chose, il l'oubliait tout à fait. Il arrivait à faire des coupures. Ça n'est pas mon cas. Je n'ai pas cette force, cette qualité qu'on dit féminine. Son espoir était d'être tout à la fois philosophe et homme d'État, comme Sénèque, bien qu'il se doutât qu'en donnant à sa vie cette double direction, il risquait d'en restreindre la portée et d'en diminuer le succès. Il est difficile de dire, écrit-il, si le mélange de l'étude à une vie active désempare ou entrave davantage l'esprit que l'application exclusive à l'étude. Oui, il est difficile de le dire, de façon générale, puisque, oui, effectivement, pour moi, ça désempare, ça entrave. Mais pour quelqu'un qui est capable de ménager la chèvre et le chou, ça ne sera pas la même chose. Voilà. Je vais arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre écoute, à très bientôt.